Est-ce que ça t'arrive toi aussi de te reposer, d'être tranquille, de prendre le temps de faire des bonnes nuits de sommeil et malgré tous tes efforts, tu te réveilles épuisé et tu ne sais pas comment ça se fait? Tu fais des nuits entre 8 et 9 heures, tu te réveilles, c'est comme si un bus t'avait roulé dessus et tu ne sais pas d'où ça vient. Si c'est ton cas, sache que en général, c'est parce que tu ne pratiques pas le bon type de repos. C'est quelque chose dont on parle très, très peu, mais il y a 7 types de fatigue différentes, donc forcément 7 types de repos différents. Et si tu emploies le «mauvais» entre guillemets type de repos par rapport à tes vrais besoins de repos, tu ne rechargeras pas tes batteries et tu seras toujours en état de fatigue comme tu l'identifiais. J'ai commencé à identifier ça il y a à peu près 2 ans. Donc il y a à peu près 2 ans, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un vrai truc à creuser sur le sujet et que j'ai mis le nez dedans. Il y a 2 ans, pour la première fois de ma vie de freelance, j'ai pris 2 semaines de vacances d'affilée, chose qui ne m'était littéralement jamais arrivée. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, j'étais en formation pour devenir coach. J'étais en parallèle de ça rédactrice web freelance. Donc globalement, j'avais 2 tafs à temps plein et j'avais énormément d'obligations sociales aussi, de responsabilités avec lesquelles je devais jongler. En gros, pendant les vacances de Noël, enfin juste avant les vacances de Noël, j'étais vraiment épuisée. Et comme tu sais, les vacances de Noël, la période entre Noël et le Nouvel An, c'est une période qui est toujours un peu particulière parce que la France est un peu à l'arrêt. Toutes les boîtes sont fermées, tout le monde est tranquille, en famille, pendant les fêtes. Donc je me suis dit que j'allais saisir cette opportunité pour la première fois de ma vie de prendre ces 2 semaines de vacances dont j'avais vraiment, vraiment besoin. Je me suis dit, OK, pendant 2 semaines, vu que j'en ai marre des contraintes, je ne me pose aucune contrainte. J'avais une semaine entière où j'avais prévu de voir personne et je me suis dit, parfait, comme ça j'ai la semaine entière pour faire ce que j'ai envie de faire. Et je pensais que ça allait être un peu, le nirvana, le saint graal du repos. J'allais me réveiller, hyper en forme, que tout allait bien se passer, que j'allais complètement recharger mes batteries à bloc pour la première fois depuis 25 ans. Et en fait, pendant ces 2 semaines, j'ai jamais été aussi angoissée et aussi épuisée. Parce que ce dont j'avais pas encore conscience à ce moment-là, c'est que dormir et regarder des séries, c'était pas le type de repos dont j'avais vraiment besoin. Ou peut-être que c'était celui dont j'avais vraiment besoin les 2 premiers jours, mais après très vite, j'ai commencé à tourner en rond. Le fait de ne pas avoir de cadre, ça m'a angoissée et j'ai terminé encore plus fatiguée que j'ai commencé ces vacances. En fait, il y a un vrai raccourci qu'on fait entre le besoin de repos et le sommeil. Quand tu dis à quelqu'un je suis fatigué, la première chose qu'il te dit c'est bah va te reposer, va dormir. En fait, ce raccourci-là, c'est un peu comme si tu allais chez le médecin, que tu lui disais j'ai mal à la tête et que sans même t'ausculter, sans même essayer de voir dans quel contexte tu as mal à la tête, quand est-ce que ça a commencé, qu'est-ce qui a pu le déclencher, il te filait le premier médicament qui lui passe sous la main et qui dit contre les maux de tête. C'est exactement le même raccourci que de dire à quelqu'un qui est fatigué va dormir, va te reposer. Parce que ce dont il a besoin, c'est peut-être pas de dormir. Ça, on va le voir juste après. Comme je te l'ai dit au début, il y a 7 types de fatigue. Donc quand on pense à la fatigue, au fait d'être fatigué, on pense quasiment tout le temps à la fatigue physique. C'est la fatigue qu'on ressent après avoir fait une randonnée, après avoir fait du sport. C'est une fatigue qu'on ressent après avoir été dans un mouvement plus ou moins intense pendant plus ou moins longtemps. C'est la fatigue que tu ressentais quand tu étais petit et que tu sortais d'une séance de piscine, par exemple. Et en fait, c'est souvent à cette fatigue qu'on pense parce que, pour le coup, la réponse à cette fatigue, à la fatigue physique, c'est effectivement d'aller dormir, de se poser, de faire une sieste. C'est nos muscles, c'est notre corps qui en a besoin. Mais c'est pas le seul type de fatigue. Le deuxième type de fatigue qu'on va voir ensemble, c'est la fatigue mentale. La fatigue mentale, c'est quand tu as passé toute ta journée à faire des tâches très intellectuelles, quand tu es dans un état de surstimulation intellectuelle intérieure, que tu sens que ça bouillonne, qu'il y a des idées qui te partent dans tous les sens. En fait, si je devais donner un exemple, c'est comme si tu avais cette sensation que ta tête, c'est un ordinateur et que tu as plein d'onglets ouverts de partout. Tu as plein de thématiques qui sont ouvertes, qui sont commencées mais pas terminées. Tu as une musique qui vient de quelque part, tu n'arrives pas à savoir d'où. Et en fait, c'est vraiment cet élan de surstimulation intellectuelle qui finit par t'épuiser parce qu'au bout d'un moment, genre, t'en peux plus, il y a trop d'informations de partout. Le troisième type de fatigue, c'est la fatigue sensorielle. La fatigue sensorielle, elle est plus liée aux facteurs extérieurs. Donc, c'est quand tes sens sont surstimulés. Les sens, souvent, c'est lié au bruit, au toucher. Quand, en fait, les personnes qui t'entourent ou l'environnement dans lequel tu es est trop stimulant, trop demandant. Ça va par exemple être le cas si, imaginons, tu vas à un concert à un moment où tu es un peu fatigué. Peut-être que la musique forte, le fait d'être en présence de personnes collées serrées sans espace vital, ça va te fatiguer sensoriellement et que tu vas te sentir trop stimulé tout simplement.
Étant donné que de nos jours, on passe énormément de temps à bosser sur l'écran, c'est une fatigue qui est de plus en plus commune parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais l'écran t'envoie une quantité d'informations à la seconde qui est juste phénoménale. Rajoute à ça le fait que tu reçois des notifications tout le temps et là, tu as une surstimulation sensorielle qui mène souvent à la fatigue sensorielle. Le quatrième type de fatigue, c'est la fatigue créative. La fatigue créative, c'est quand tes journées t'obligent à devoir faire des choix régulièrement, à devoir trouver des solutions à des problèmes, à devoir innover, réfléchir, partir d'un cas A pour aller jusqu'à un cas B. En gros, c'est quand tu dois faire preuve de créativité, quand c'est pas juste entre guillemets, du manuel, de l'intellectuel pur, c'est vraiment faire preuve de créativité, d'innovation. Chaque jour, quand on se lève, on a un capital. Je vois ça comme des jauges, en fait. Chaque fatigue a une jauge. Et en fait, plus tu utilises une activité qui nécessite telle énergie, donc l'énergie de telle jauge, bah, plus la jauge va baisser. Et c'est dans ce genre de moment, quand par exemple, toute la journée, t'as fait 1000 décisions, tu as résolu des problèmes, etc. À la fin, tu termines sur les rotules et tu es dans un état de fatigue créative parce que tu as utilisé toute ta jauge créative. En revanche, c'est dans ce genre de moment où, par exemple, aller faire du sport, ça peut être une très bonne idée. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que c'est pas parce que tu as une jauge qui est épuisée que toutes les jauges le sont. C'est justement comme ça qu'il faut apprendre à voir les choses pour identifier le type de repos dont tu as besoin sur l'instant. La cinquième fatigue, c'est la fatigue émotionnelle. Alors ça, c'est la fatigue qu'on ressent quand on a tendance à trop porter les émotions des autres, quand les autres ont tendance à trop se reposer sur nous, à beaucoup se confier à nous et que nous, on n'a pas vraiment la place de se confier aux autres. Ça peut aussi intervenir quand on passe trop de temps avec des personnes avec lesquelles on joue un rôle, avec lesquelles on n'est pas vraiment nous-mêmes parce qu'on ne se sent pas suffisamment en sécurité d'être nous-mêmes. La fatigue émotionnelle, elle intervient quand tu dois toi-même mettre de côté tes émotions ou alors surréfléchir sur ce que tu présentes aux autres et anticiper les émotions des autres, porter les émotions des autres. Au bout d'un moment, ta jauge, elle est épuisée, elle dit stop, ça suffit, j'ai envie de me retrouver toute seule avec moi-même, j'ai envie de me retrouver avec mes propres émotions, d'avoir l'espace d'être moi-même, en fait, tout simplement d'un point de vue émotionnel. Le sixième type de fatigue, c'est de la fatigue sociale. Celle-là, je trouve qu'elle va souvent de pair avec la fatigue émotionnelle. En général, la fatigue sociale arrive et ensuite la fatigue émotionnelle se fait sentir. La fatigue sociale, c'est quand tu passes beaucoup de temps entouré de personnes qui te drainent et qui ne te nourrissent pas. La fatigue sociale, c'est tout simplement quand tu as passé trop de temps avec d'autres personnes que toi-même dans ton espace et ça se draine encore plus rapidement si c'est des personnes avec lesquelles tu sais que tu dois porter un masque. Et la dernière fatigue, c'est une fatigue dont on parle très peu parce qu'elle est très intangible entre guillemets, c'est la fatigue spirituelle. Alors spirituelle, ce n'est pas en lien avec les religions, on l'appelle aussi, si ça peut t'aider, la fatigue existentielle. En fait, la fatigue existentielle, c'est quand ça fait trop longtemps que tu as l'impression que tu n'as pas d'impact, que tu ne participes pas à quelque chose de plus grand. C'est quelque chose qu'on a tendance à vraiment passer sous silence personnellement, c'était le cas dans mon éducation, mon entourage, etc. En tant qu'être humain, on a besoin d'avoir la sensation qu'on a un impact sur le monde, qu'on apporte quelque chose à quelqu'un d'autre que nous, qu'on participe à une cause plus grande que nous-mêmes. C'est pour ça qu'on parle de spiritualité, parce que c'est quelque chose, par exemple, qu'on retrouve dans les religions, avec la foi, le fait de participer à une œuvre plus grande que soi. Mais le côté spirituel ne se résume pas au côté religieux. La spiritualité, l'existentialité, c'est tout ce qui fait de nous des humains. Donc le lien avec d'autres humains, le fait par exemple, de faire de l'associatif, c'est le fait de vraiment d'œuvrer pour quelque chose de plus grand que notre individualité simple. La fatigue spirituelle ou existentielle, elle intervient quand ça fait trop longtemps qu'on sent qu'on n'a pas apporté quelque chose à quelqu'un d'autre de nous-mêmes. Et c'est dans ce genre de moment où on a une vie qu'on a l'impression qu'elle est vide de sens, on ne sait pas trop pourquoi on est là, on ne sait pas trop pourquoi on fait ça. C'est le côté du à quoi bon. Maintenant qu'on a ce tableau générique, je vais rentrer plus en détail avec toutes les fatigues pour vraiment que tu comprennes quels sont les symptômes qui interviennent avec chaque fatigue, donc comment tu peux reconnaître que c'est telle ou telle fatigue, et surtout comment tu peux réagir en cas de fatigue, de quoi tu as besoin en cas de présentation de cette fatigue-là. On va commencer par la fatigue physique, donc le repos physique. Quand tu es en état de fatigue physique, quand tu as besoin de repos physique, tu as en général une sensation de lourdeur dans les muscles, tu as des courbatures,
tu sens que tu traînes des pieds, tu manques d'énergie pour tes activités quotidiennes. Tu peux aussi ressentir le besoin fréquent de t'asseoir ou de t'allonger. De manière générale, c'est une fatigue qui intervient après un effort physique. Par contre, si ça fait plusieurs semaines que ça dure, c'est probablement le moment de consulter un médecin. Donc ça peut être lié à plein de choses, ça peut être des déséquilibres hormonaux, mais si ça dure trop longtemps, si c'est pas juste lié à un effort, c'est mieux de consulter un professionnel de la santé. Que faire en cas de fatigue physique? Il y a 2 types de repos physique. Il y a le repos qu'on considère comme actif et le repos qu'on considère comme passif. Le repos passif, ça va être tout simplement de s'allonger, de faire une sieste, de faire des nuits entre 7 et 9 heures. Ça, c'est du repos physique passif. Le repos physique actif, c'est sous forme d'étirements, de yoga, de mouvements doux. C'est faire une activité physique légère, donc qui ne stimule pas trop les muscles, mais qui reste quand même dans le mouvement. Globalement, avec le repos physique, il y a cette idée vraiment de te laisser tranquille et de ne pas être dans l'exigence envers toi-même sur les tâches que tu as à faire, parce que tu n'as juste pas l'énergie, ta jauge est vide, donc tu n'as juste pas l'énergie forcément de tenir les choses de bout en bout. En ce qui concerne le repos mental, au niveau des symptômes, tu peux avoir une difficulté à te concentrer, cette sensation, comme je te l'ai dit, d'avoir plusieurs onglets ouverts dans ta tête et de ne pas réussir à les fermer, ça peut créer une espèce de brouillard mental. Pour te donner un exemple, je l'ai eu pas plus tard que ce matin. J'étais en train de finaliser le PowerPoint et en fait, je me suis rendu compte que j'avais cette fatigue mentale parce que j'arrivais pas à me concentrer, parce que j'étais en fait en espèce de dissociation un peu avec la réalité. C'est comme si j'étais enfermée dans ma tête et j'arrivais pas à coller à la réalité. À ce moment-là, je me suis rendu compte que si je collais pas à ce que j'étais en train de faire, ça servait à rien de le faire et que de toute évidence, j'avais besoin de repos. Donc, ce que j'ai fait là-dessus, mais on verra après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fermé l'ordi pendant 1 heure, je me suis posée sans rien faire pendant 1 heure et ça m'a permis de repartir après sur des bonnes bases. Juste 1 heure de pause qui m'a permis de tenir toute la journée. Globalement, la fatigue mentale, c'est quand tu te rends compte que tu as des difficultés à prendre des décisions. En fait, tu te rends compte que c'est comme si tu t'habitais pas pleinement toi-même. C'est comme si tu avais une certaine distance un peu avec la réalité. Tu n'es pas vraiment au contact de toi-même à ce moment-là. Tu es enfermé dans ta tête. Ça intervient quand tu as été trop stimulé intellectuellement, mais ça peut aussi intervenir quand quelque chose te draine, quand tu as quelque chose sur ta to-do list à faire et que tu te rends compte que ça te draine. Souvent, là-dessus, c'est quand la tâche que tu dois faire, c'est pas juste une tâche. Il y a un truc que tu lis derrière qui fait que ça te pompe toute ton énergie. Par exemple, je te reprends l'exemple de ce matin. Je me suis rendu compte, donc, quand j'étais en train de préparer le PowerPoint de cet atelier, que j'étais en état de fatigue mentale, que j'avais besoin de repos mental, parce qu'en fait, le fait de faire ce PowerPoint, c'était pas juste un PowerPoint. Si tu veux, ces dernières semaines, je travaille beaucoup sur mon branding et la façon dont je veux véhiculer mes messages, l'image que je veux renvoyer autour de moi sur les réseaux, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que vu que c'est pas encore abouti là-dessus, le fait de faire ce PowerPoint, ça m'a posé beaucoup de questions. Est-ce que je dois changer les couleurs? Est-ce que je dois mettre un autre fond? Est-ce que je dois faire les choses autrement? Quel est le ton que je dois prendre? Et en fait, je me suis rendu compte que ce PowerPoint, cette tâche donc sur ma to-do list, c'était pas juste faire un PowerPoint d'un atelier que j'avais déjà préparé. C'était me poser des questions et remettre en question toute l'image que je voulais véhiculer. C'était ouvrir encore une centaine d'onglets que j'avais pas encore fermés sur cette thématique. Et c'est pour ça que ça m'a drainée. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de fermer l'ordinateur pendant 1 heure, de reprendre pied avec la réalité et de me dire, oui, pour l'instant, je suis pas encore très claire sur mon branding, il y a plein de choses qui sont en train de changer. C'est pas grave. Je clarifierai les choses au fur et à mesure. En attendant, cet atelier, il sera quand même de très bonne qualité parce que je vais apporter les messages que je veux apporter. Donc ça, c'est pour la fatigue mentale au niveau des symptômes. Que faire en cas de fatigue mentale? Moi, ce que j'ai fait personnellement et que je te recommande vivement, si tu en ressens le besoin, c'est de te poser face à rien. Globalement, le problème avec la fatigue mentale, c'est que tu as eu trop de demandes intérieures, tu as eu trop de demandes intellectuelles. Donc, le mieux, c'est d'accepter d'être non performante, non productive pendant un temps donné, c'est-à-dire d'accepter de ne rien produire, de ne rien performer pendant un temps donné. Moi, par exemple, ça a été vraiment juste de me poser et faire une sieste et ne pas avoir de stimulation autre que ça. Ça aurait été tentant de scroller sur Instagram ou de regarder Netflix, mais je savais que c'était pas la chose à faire parce que scroller sur Instagram, comme je te l'ai dit, ça va encore rajouter de la surcharge sensorielle. Je vais encore recevoir plein d'informations dans un moment où j'ai déjà suffisamment d'informations en tête, tellement d'informations que je ressens le besoin d'aller m'allonger.
Donc vraiment, je te recommande d'être plus dans la solitude que dans la distraction, même si ça peut être tentant. D'un point de vue plus concret, n'hésite pas à réduire ta to-do list autant que possible. Il y a des jours où tu es fatigué mentalement, c'est pas grave, ta to-do list, elle sera toujours là demain. Donc forcément, fais ce qui est nécessaire, ce qui est obligatoire, mais n'hésite pas à remettre à demain ce qui n'est pas urgent. Tu peux aussi, je te recommande d'identifier la tâche qui te pompe ton énergie. Moi, je l'ai fait et c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que le PowerPoint n'était pas juste un PowerPoint, mais que c'était toutes les croyances et tous les doutes qu'il y avait derrière. C'est hyper intéressant de voir ça parce que ça t'évitera de remettre cette tâche qui te pompe ton énergie au lendemain et encore au lendemain et de procrastiner et d'avoir une semaine entière où tu es fatigué mentalement parce que tu ne fais que remettre ça au lendemain alors que c'est quelque chose qu'il faut que tu affrontes, mais ça te pose d'autres questions que tu n'as pas encore identifiées et c'est pour ça que tu procrastines sur ce point-là. Donc c'est vraiment intéressant de te poser la question de quelle est la tâche qui te pompe ton énergie, quelle est la tâche qui te donne cette sensation d'être surstimulé à l'intérieur de ta tête. Dans tous les cas, au-delà de tout ça, je te recommande de faire des pauses régulières, de fractionner les tâches. Donc, c'est un moment où c'est important de stimuler ton système de récompense et de te montrer que tu avances petit à petit. Plutôt que d'avoir une gigantesque tâche, casse-la en plein de petites tâches, quitte à faire 3 petites tâches aujourd'hui et à reporter le reste au lendemain. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer et surtout d'être à l'écoute de toi-même. Demain, tu seras peut-être plus en forme. En ce qui concerne le repos émotionnel, personnellement, c'est quand je passe trop de temps avec d'autres personnes et en fait, dans ce genre de moment, j'arrive plus à faire le tri entre ce qui m'appartient à moi et ce qui appartient aux autres d'un point de vue émotionnel. Ça m'arrive aussi quand je passe trop de temps sur les tâches des autres, en fait, globalement, quand je fais passer les autres avant moi, que ce soit d'un point de vue projet, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue accueil. C'est quand je le fais trop pendant une durée trop importante. Dans ce genre de cas, je sens que ça commence à me drainer émotionnellement. J'ai la sensation d'être vidée émotionnellement, j'ai la sensation d'être drainée, de pas savoir ce que je veux, de pas savoir ce que je suis. Tu peux aussi avoir des baisses de motivation, tu peux être irritable, tu peux avoir tendance à pleurer, etc. Et en fait, c'est parce que c'est un peu le bordel émotionnel, c'est un peu le chaos émotionnel qui fait que tu n'arrives pas à y voir clair. Et ça fait sens. Que faire dans ce genre de cas? La première chose à faire, si tu as l'espace, c'est d'identifier ce qui te génère du stress, d'identifier ce qui fait que tu es dans cet état-là, dans cet état émotionnel-là. Est-ce que c'est parce que ça fait 3 jours que tu es non-stop avec d'autres personnes et que tu t'es relégué au deuxième plan? Identifie la cause de ça. L'idée, en fait, de cette fatigue émotionnelle, c'est de donner un terrain fertile où les émotions pourront être posées. Donc, ne pas rester avec ces émotions à l'intérieur de toi parce que tu sais bien comment ça se passe quand tu essayes de les glisser sous le tapis, elles finissent toujours par ressortir. Donc le but, c'est de les laisser s'exprimer, de les laisser ressortir. Pour ça, tu peux faire du journaling, tout simplement. Tu prends un papier, tu prends un carnet, tu prends la fonction note de ton téléphone et tu notes. T'écris tout ce qui te vient, t'écris toutes les émotions, tu balances tout, tu sors tout. Tu peux être agacé, tu peux être frustré, tu peux être en colère. Laisse tout sortir. Si tu as la possibilité d'en parler à une personne de confiance, c'est cool. Attention avec ça parce que si tu en parles à quelqu'un, souvent les gens ce qu'ils aiment bien faire, c'est donner des conseils. Sauf que toi, si tu es en état de fatigue émotionnelle, tu as peut-être juste besoin d'envoyer ce que tu as envoyé sans recevoir de conseils. Si c'est le cas, n'hésite pas à préciser au début, j'ai besoin de te parler d'un truc, mais je veux pas de conseils, j'ai juste besoin de ton oreille attentive et tu demandes si la personne est OK. Comme ça te permet, toi, de vider ton sac et une fois que tu as vidé ton sac, si à ce moment-là tu veux son avis, tu pourras le lui demander. La quatrième fatigue, c'est la fatigue sociale. Donc, comme je te l'ai dit, elle est souvent liée avec la fatigue émotionnelle. C'est quand on passe trop de temps avec des gens. C'est quand on a des interactions sociales qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas nous. C'est quand on se sent épuisé à l'idée de devoir parler à quelqu'un. Donc, par exemple, si j'étais en fatigue sociale aujourd'hui, j'aurais regardé si je pouvais reporter cet atelier parce que c'est typiquement le genre de moment où envoyer des informations à quelqu'un, échanger des informations avec quelqu'un, ça te coûte forcément, si tu n'as pas le choix, bah, tu le fais. Mais ce qui compte, c'est de mettre en place un système de compensation derrière, donc de prendre soin de toi. Tu sais que tu es en fatigue sociale, tu sais que tu as cette réunion obligatoire ou ce rendez-vous avec la famille obligatoire, tu le fais. Après, comment tu peux faire pour prendre soin de toi? En cas de fatigue sociale, ce qui est important, c'est de créer un espace dans lequel tu es que toi, tu es seul.
Si tu peux prévoir, par exemple, 15 minutes où tu es toute seule dans une pièce, où tu sais que personne te dérangera, personne t'interrompra, c'est vraiment cool. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir la sensation de contrôle sur mon environnement. Donc d'avoir la sensation que je peux contrôler qui rentre, qui va me parler, je peux décider de laisser mon téléphone en dehors de la pièce. Comme ça, je sais que je ne serai pas sollicitée. En fait, moi, c'est ce qui me repose vraiment dans le cadre d'une fatigue sociale, c'est que je sais que je ne serai pas sollicitée si je ne le décide pas. Et c'est ouais, c'est vraiment ça qui me permet de recharger mes batteries. Et à nouveau, prends le temps et crée l'espace de te faire face à toi, de noter sur papier, de t'allumer une petite bougie parfumée ou tout ce qui te parle, tout ce qui t'aide. Le but, c'est vraiment de créer un espace dans lequel tu te sens bien et dans lequel tu as le contrôle sur qui tu autorises à rentrer dans cet espace, ou alors est-ce que tu autorises personne à rentrer, et c'est carrément OK aussi. En ce qui concerne le repos sensoriel, ça peut se manifester par un agacement, une irritabilité. Personnellement, ça se manifeste beaucoup par la sensation d'être envahi par la présence d'autres personnes. En fait, c'est quand j'ai été trop stimulée, trop sollicitée, il y a trop de demandes autour. J'ai chaque demande, chaque personne, chaque parole qu'on m'envoie, chaque question qu'on me pose, ou alors quand on parle un peu trop fort, ça m'agace et je me sens envahie parce que j'ai besoin d'être toute seule dans mon espace. J'ai besoin, donc à nouveau, ça fait aussi le lien avec la fatigue sociale, j'ai besoin d'avoir un contrôle sur mon espace, j'ai besoin de n'être sollicitée que si je décide que je peux être sollicitée. Dans ce genre de cas, c'est ouais, en général, c'est les facteurs externes en fait qui deviennent trop oppressants, qui deviennent trop nombreux, et du coup, il y a ce côté de laissez-moi tranquille, laissez-moi respirer 2 secondes, on verra ensuite. Que faire en cas de fatigue sensorielle? Déjà, première chose, absolument, éloigne-toi des écrans, laisse ton téléphone de côté. Si tu es fatigué d'un point de vue sensoriel, tu dois pouvoir ne pas être sollicité pendant quelques minutes. Nos téléphones là-dessus, c'est vraiment la pire chose parce que tu vas recevoir une notification d'un truc, un message auquel tu vas te dire ah bah je vais répondre, ça va prendre que 2 secondes. Puis après, tu te rends compte que ça fait déjà un quart d'heure, et en fait, ça remet à plus tard ton besoin de tranquillité, tout simplement, ton besoin de silence, ton besoin de ne pas être surstimulé d'un point de vue sensoriel. Donc, évite les écrans, prévois 15 minutes par exemple dans une pièce, donc à nouveau où tu es seul et tu contrôles complètement l'environnement. N'hésite pas à diminuer la luminosité ou à te mettre dans un espace plutôt obscur ou avec une lumière tamisée, parce qu'en général, c'est là où on est sensible à la lumière aussi. Et globalement, fais des pauses sans stimulation. Tu peux même décider d'aller te promener pendant un quart d'heure, et parce que tu sais que tu rencontreras personne qui va vouloir engager la conversation, parce que tu sais que tu es toute seule dans ta tête et que tu peux juste te remettre en mouvement doux. Donc à toi de voir là-dessus ce qui te parle le plus. En ce qui concerne le repos créatif, ça peut se manifester de différentes manières. Tu peux avoir la sensation que tu n'as plus d'inspiration, comme si ton inspiration elle était à sec. Tu as l'impression que toutes les tâches créatives ou toutes les tâches qui demandent de faire des choix, c'est hyper lourd à porter. Tu sens vraiment une lassitude. Tu te dis ouais mais je sais pas ce que je veux. T'arrives pas à décider ce que tu veux manger. Tu as vraiment un capital décisionnel qui est proche du néant. Et tu as la sensation que ça reviendra jamais, comme si tu allais jamais pouvoir savoir à nouveau ce que tu voulais manger, ou comme si tu allais jamais avoir de nouveau de l'inspiration pour tes projets créatifs ou juste tes projets professionnels en cours. En cas de fatigue créative, déjà, sache que ça reviendra. En créant l'espace, en créant le temps, l'inspiration, elle revient toujours. Donc ça, c'est un truc avec lequel tu peux te rassurer. Peu importe à quel point tu la pompes, tant que tu crées l'espace derrière, ça reviendra. Globalement, ce que je fais personnellement dans ce genre de moment, c'est que je sais que je peux plus envoyer d'infos, je peux plus être inspirée et envoyer, échanger, enfin transmettre. Donc j'ai besoin de me nourrir. En fait, c'est vraiment le moment de balance, le moment de bascule où je me rends compte que j'ai envoyé tellement d'infos, que j'ai envoyé tellement, j'ai partagé tellement de choses, que là j'ai besoin de me nourrir des histoires des autres. Et là, une fois n'est pas coutume, c'est typiquement le moment où tu peux te poser devant une série Netflix et binge-watcher tous les épisodes que tu voulais. Donc, série confort, série découverte, peu importe. Le but, c'est de te reconnecter, de te nourrir des histoires des autres. Ça peut être sous forme de livres, ça peut être sous forme d'expos culturelles, ça peut être sous forme d'art. En fait, tout ce qui est en lien avec le beau et qui n'a pas de lien avec la performance et la productivité. Ça, c'est hyper important. Donc, par exemple, tu peux à nouveau sortir te promener pendant un quart d'heure, admirer les jolis papillons au-dessus du lac. Ce qui ne sera pas efficace, c'est d'aller te promener en passant en revue toute ta to-do list et ce que tu dois faire quand tu rentreras. Le but du repos créatif, c'est vraiment de reconnecter avec le beau, le simple, sans prise de tête et sans nécessité de productivité ou de performance. Et maintenant, le dernier, la fatigue spirituelle, donc le repos existentiel.
Comme je t'en ai parlé tout à l'heure, la fatigue existentielle, ça s'accompagne souvent d'une perte de sens, d'une sensation de vide. Tu as vraiment ce côté de mais à quoi bon faire ça? Tu as tendance à trouver difficile de trouver de la satisfaction, même dans des activités que tu aimais habituellement. Il y a vraiment cette sensation de perte de connexion un peu avec la terre, comme si tu as le côté, bah, tu es complètement abattu, tu es complètement là, tu es en mode, bah oui, mais enfin, quel est l'intérêt, quoi, finalement? Quand tu as besoin de repos existentiel, il y a plusieurs étapes que tu peux suivre. Déjà, tu peux commencer par identifier tes valeurs. Pour ça, je te mets le lien en description. C'est un atelier gratuit, ça prend 20 minutes et ça te permet d'identifier tes 3 à 5 valeurs fondamentales. Une fois que tu as ces valeurs, le but, c'est justement de voir lesquelles tu ne nourris pas assez au quotidien et de voir comment tu peux les intégrer dans ton quotidien. Tu verras, on en parlera un peu plus longuement, mais l'objectif de ces actions-là, c'est pas de tout envoyer valser d'un coup, c'est vraiment juste de réintégrer des micro-actions, des micro-moments dans ton quotidien où tu peux nourrir tes valeurs, où tu peux te refaire de la place. Pour cultiver le repos existentiel, tu peux pratiquer la gratitude. Donc, par exemple, lister et ressentir 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante chaque jour. Consacrer du temps à ce qui a vraiment de l'importance pour toi. Et je te parle pas des trucs sur le papier qui sont censés être importants. Je te parle des trucs qui te font vraiment vibrer, que tu sens au fond de ton estomac que c'est important pour toi. Ça peut être du bénévolat, ça peut être de l'associatif, ça peut être juste de la gentillesse dans la rue avec quelqu'un qui fait tomber un truc, tu le ramasses. Enfin, genre ça peut typiquement être du repos existentiel actif. Ce que je t'encourage à faire aussi, c'est de cultiver la fierté. Donc, cultiver la fierté, c'est quoi? C'est contrecarrer le fait que notre cerveau est incroyablement doué à voir tout ce qu'on fait mal et il oublie ce qu'on fait bien, ce qu'on fait déjà, ce qui est déjà en marche. Donc, cultiver la fierté, c'est identifier ce que tu as bien fait aujourd'hui, ce dont tu es fier aujourd'hui, ce que tu estimes que tu as bien cultivé, que tu as bien pratiqué. Faire ça et en fait lister ces éléments qui te remplissent de fierté aujourd'hui et prendre le temps de ressentir la fierté. Donc maintenant que tu as tous les repos, les symptômes et ce dont tu as besoin, c'est bien beau, mais comment tu sais de quel repos tu as besoin actuellement, aujourd'hui, maintenant? Parce que souvent, dans ce genre de moment, quand on est vraiment au fond de jauge, on a très peu d'espace intellectuel, ce qui fait qu'on galère à se demander de quel repos j'ai besoin. Et c'est les moments où on a tendance à justement se poser devant une série Netflix ou scroller pendant des heures sur Instagram. La première étape pour savoir de quel type de repos tu as besoin, c'est déjà de créer l'espace. Si tu ne crées pas l'espace, les réponses n'émergeront pas. Si tu continues à te distraire, à te divertir devant des séries Netflix alors que tu as besoin peut-être de vide et de te reconnecter à toi et d'être seul dans ton environnement, tu pourras pas savoir de quel type de repos tu as besoin parce que tu créeras juste pas l'espace de recevoir la réponse à ta question. Donc pour ça, je te recommande d'avoir 15 minutes. Tu débloques 15 minutes dans une pièce où tu sais que tu es solo, que tu ne te feras pas interrompre, et 15 minutes pour faire face à toi-même. Tu ne prends pas ton téléphone avec toi. Tu peux faire soit du journaling, soit rien faire, soit des exercices de respiration. C'est vraiment 15 minutes en fait pour réhabiter ton corps, pour recréer de la sécurité intérieure. Une fois que tu as fait ces 15 minutes, prends le temps de visualiser l'exercice suivant. Cet exercice de visualisation, c'est tu as une baguette magique dans la main. Cette baguette magique, elle peut arrêter le temps pour tout le monde, sauf pour toi et pour les personnes que tu as décidées. Elle peut t'emmener où tu veux. Elle peut couper toutes les responsabilités, toutes les contraintes. C'est une baguette magique qui te permet de faire ce que tu veux, là, maintenant, ce dont tu as besoin le plus urgemment. Projette-toi dans cette idée et demande-toi, là maintenant, si tu n'avais aucune responsabilité, aucune contrainte, aucune limite, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu aurais besoin de faire? Donc, sachant que tu n'as pas de limite de temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté de tu as un quart d'heure pour décider, il faut le faire vite, parce que du coup, là, c'est des réponses de ah bah, faut que je rentabilise. Non, là, tu as le temps, tu l'utilises quand tu veux. Quelle est la première chose que tu ferais? Une fois que tu as ta réponse, donc je te donne un exemple. La première fois qu'on m'a posé la question, ma réponse c'était je serais en train de. Donc, si le temps n'avait pas d'existence, etc., et que je pouvais bloquer tout le monde, je serais allongée sur une plage en train de lire des livres. À ce moment-là, c'était ça ma réponse. Une fois que tu as ta réponse, analyse à quelle catégorie elle appartient. Sache que c'est une étape qui peut être un peu complexe parce que ça peut avoir l'air d'appartenir à plusieurs catégories de repos. Si c'est le cas, j'ai listé un peu les différents éléments qui te permettront de savoir.
Demande-toi par exemple, est-ce que enfin, vois à quelle catégorie ça s'approche le plus. Est-ce que tu dormirais 12 heures d'affilée? Est-ce que tu justement lirais un livre sur une plage au fin fond, du de la Thaïlande? Est-ce que tu passerais des heures à parler avec une personne qui t'écoute et qui ne répond que si tu en as besoin? Vois de quelle côté catégorie ça se rapproche le plus pour identifier à quelle fatigue, à quel repos ça appartient. Si tu n'arrives pas à trouver, t'inquiète pas, déjà ça arrive à tout le monde, pose-toi la question, dans ce cas-là, quel est l'élément le plus important de ta projection? Quel est l'élément sans lequel ta projection n'aurait plus aucun intérêt? Est-ce que c'est de la solitude? Est-ce que c'est du calme? Est-ce que c'est une action qui n'a pas d'enjeu? Je t'ai listé quelques catégories qui pourront t'aider à voir ce dont ça se rapproche le plus. Par exemple, dormir ou se reposer, ce serait de la fatigue physique. Ne plus réfléchir ou ne pas prendre de décision, ce serait mental. Exprimer tes émotions, être réconforté, donc le lien émotionnel, ce serait émotionnel, etc., etc. Vois ce dont ça s'approche le plus. Ce sera pas un feed parfait, mais en fait, ce qui compte, c'est que tu vois là où ça se joue. Une fois que tu as ta catégorie, le but, à nouveau, c'est pas de réinventer la roue et de tout envoyer valser et de ne plus répondre à personne pendant 15 jours parce que tu as pris 2 semaines de vacances au milieu de nulle part. Le but, c'est de trouver une petite action que tu peux intégrer sans difficulté dans ton quotidien. Souvent, 5 minutes suffisent parce que ces 5 minutes, c'est pas un changement drastique, mais c'est une porte ouverte. Et en fait, cette porte ouverte, à force de la prendre comme habitude, ça te montrera que tu peux nourrir tes besoins, que tu peux nourrir les repos quand ils se manifestent et que tu n'as pas besoin d'attendre d'être sur les rotules pour t'autoriser enfin à te reposer. Donc prends 5 minutes ou un quart d'heure, vois comment tu peux intégrer le repos dont tu as besoin dans tes habitudes. Ça peut se matérialiser de plein de façons différentes. Ça peut être juste prendre 3 minutes par jour pour faire un vocal à cette amie à laquelle tu n'as pas parlé depuis si longtemps. Ça peut être prévoir une routine le soir où tu prends 5 minutes pour faire du journaling et poser tes pensées sur papier. Ça peut être le soir avant de dormir, lister les trucs que tu as fait aujourd'hui et que tu trouves vraiment bien. Ça peut être plein de choses différentes et ça peut même être des non-actions. Donc, c'est-à-dire que là, on parle d'action, de rajouter des choses, mais ça peut être supprimer des choses. Donc, c'est-à-dire te dire, bah, pendant un quart d'heure le soir entre 21h et 21h15, pas de téléphone, pas d'écran. Tu sais que c'est un moment où tu as tendance à scroller et que tu te perds pendant 3 heures. Et bah, tu sais que pendant ce quart d'heure-là, c'est un quart d'heure qui t'appartient complètement, pas d'écran, tu l'occupes comme tu veux. Et une fois que tu as commencé à ouvrir cette porte, le but, c'est de garder l'habitude. Parce qu'on a vraiment tendance à considérer que le repos, c'est quelque chose qui se mérite, qu'on peut se reposer seulement quand on a bossé suffisamment dur au point d'être épuisé sur les rotules et d'avoir toutes nos jauges à vide. C'est pas vrai. Le repos, c'est quelque chose que tu mérites. En fait, c'est un droit que tu as. C'est quelque chose qui est inné. C'est quelque chose que tu n'as pas à attendre d'être au bout pour pouvoir l'exprimer. Donc, intègre le repos dans ton quotidien. Ces 5 minutes que tu as identifiées à l'étape d'avant, fais en sorte de les avoir chaque jour. Et en fait, tu vas créer cet espace et ça va te permettre de ne plus avoir besoin d'attendre d'être en burn-out pour pouvoir enfin te reconnecter à toi et créer l'espace de t'exprimer. C'est vraiment important de te rappeler que le repos, c'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est quelque chose auquel on a tous le droit et tu n'as pas besoin d'attendre pour le pratiquer quotidiennement. Et pareil, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir une semaine de vacances pour enfin te reposer. Entre 3 et 5 minutes par jour, c'est tout ce dont tu as besoin pour te montrer que chaque jour, tu peux nourrir ce besoin de repos. Et crois-moi, ça change tout, vraiment. Enfin, sache que si tu as fait ce protocole et que d'une manière ou d'une autre, rien ne te satisfait, tu n'arrives pas à te projeter, tu n'arrives pas à savoir ce que tu veux avec la baguette magique, bon, sachant que si c'est le cas, ça veut peut-être dire que tu as une capacité décisionnelle à zéro et que du coup, c'est de la fatigue mentale. Mais ça peut aussi être le signe que tu es trop agité intérieurement, que tu as des résistances qui sont trop fortes. Ça arrive assez souvent dans le cadre des exercices de visualisation. Et en fait, dans ce genre de cas, quand tu as ces résistances-là, c'est parce qu'à l'intérieur, tu ne te sens pas assez en sécurité pour te projeter. Ça peut être aussi parce que tu as lié ta valeur en tant que personne à ce que tu produis, à ta performance, à ce que tu apportes aux autres. Et c'est ce qui fait que forcément, tu te refuses l'idée du repos parce que c'est pas juste se reposer, ça veut dire mettre sur pause ta valeur en tant que personne. Donc, comme tu peux le voir, le repos, c'est pas pour rien qu'on a du mal à se l'accorder. Ça peut être aussi parce que c'est lié à des résistances plus profondément ancrées. Si c'est le cas, c'est des choses qu'on dénoue dans le cadre des coachings, c'est des choses qu'on dénoue dans le cadre des accompagnements. Donc, réserve ta séance offerte de 30 minutes et ensemble, on trouvera ce qui résiste, on trouvera comment visualiser la baguette magique et comment trouver le repos dont tu as besoin et l'ancrer dans ton quotidien.